Nous sommes à Loudun, une petite ville au nord de la Vienne, devant la maison de celle qui fut considérée successivement comme l'auteur d'une dizaine de meurtres de membres de sa famille en les empoisonnant, puis comme l'innocente victime d'une terrible erreur judiciaire. Elle s'appelait Marie Bénard. Nous sommes en 1947. Loudun est une petite ville de la Vienne qui compte à peine plus de 5000 habitants. Et ici, comme ailleurs en France, l'heure est encore à la pénurie, car le pays se relève péniblement de 4 ans d'occupation. En ce 25 octobre 1947, derrière l'une des façades de la rue de la Porte-Mirbeau, meurt Léon Bénard. Il n'a que 53 ans, mais il était de santé fragile. Sa femme, née Marie Davaillot, devient veuve pour la seconde fois. Quelques jours plus tard, Léon Bénard est enterré au cimetière de Loudun dans le caveau de famille. Mais dans les rues de Loudun, les langues vont bon train, surtout celle de Louise Pintou, une amie et locataire du couple. Elle raconte, à qui veut l'entendre, que Léon Bénard lui aurait confié sur son lit de mort que sa femme l'aurait empoisonné. « On m'a servi de la soupe dans une assiette où se trouvait déjà un liquide blanc. » À ce moment, personne ne prend encore au sérieux les racontards de Madame Pintou, d'autant plus qu'on lui prête d'avoir eu une aventure avec le défunt. On la considère plutôt comme une femme jalouse et aigrie. Personne? Pas vraiment. Un homme prend au contraire très au sérieux ses accusations. Passionné de romans policiers, il cherche dans son dictionnaire médical les symptômes d'empoisonnement à l'arsenic correspondant à ceux qu'aurait constaté Louise Pintou. Puis, le 4 novembre, il rend visite à un de ses amis, un magistrat à la retraite qui habite Loudun. Cet homme, c'est Auguste Massip, un riche propriétaire terrien de la région. Il a la réputation d'être passablement excentrique. À Loudun, on dit plutôt qu'il est brelot, c'est-à-dire un petit peu dérangé. Et c'est cet homme qui confie à l'ancien magistrat ce que Louise Pintou lui a déclaré. D'après elle, Léon Bénard lui a dit sur son lit de mort qu'il avait été empoisonné par sa femme. Sur le conseil du juge, Auguste Massip n'hésite pas à consigner tout ça par écrit. Mais il prend tout de même la précaution de demander aux enquêteurs éventuels de ne pas mentionner son nom. La réputation d'Auguste Massip est connue du magistrat. Mais bon, sait-on jamais. Quelques semaines plus tard, après avoir enquêté sur place, les gendarmes écrivent « Nous mentionnons qu'il est à notre connaissance que Madame Pintou est fréquemment en congé maladie pour neurasthénie et que Monsieur Massip est un illusionné qui a la manie d'écrire à n'importe quelle autorité, même au président de la République, pour lui exprimer ses pensées. » Il faut dire que Louise Pintou s'est rétractée devant eux et qu'elle leur a affirmé que Massip avait tout inventé. L'affaire est classée sans suite. Et Louise Pintou continue de fréquenter Marie Bénard comme si de rien n'était. Elle prend même ses repas chez elle, chez une femme qu'elle vient d'accuser d'empoisonnement. Les mois passent, mais ça ne suffit pas pour faire taire la rumeur. Dans les rues de Loudun, il continue de se murmurer que la Bénard a empoisonné son mari, d'autant plus que quelques mois auparavant, le couple a reçu chez lui le jeune Alfred Dietz, un prisonnier de guerre allemand devenu ouvrier agricole, et que peut-être Marie Bénard et lui... Bref, on n'a pas besoin de réseaux sociaux à Loudun à l'époque pour faire courir la rumeur. En 1948, Marie est obligée de vendre la maison qu'elle louait à Louise Pintou pour payer les frais de succession. Entre les deux femmes, c'est la brouille. Quant à Massip, il accuse ouvertement Marie Bénard d'avoir incendié son château,
Mais quand il apparaît qu'elle n'a pas quitté Loudun alors que le château est à une dizaine de kilomètres de là, eh bien elle ajoute qu'elle l'a fait à distance car c'est une sorcière. L'enquête de gendarmerie établira plus tard que l'incendie a été déclenché par les enfants du jardinier qui jouaient avec des allumettes. Le 16 janvier 1949, Marie-Louise Davaillot, la mère de Marie, vient à mourir d'une mauvaise grippe à l'âge de 86 ans. Pour Louise Pintou et Auguste Massip, il n'y a cependant aucun doute, c'est encore un empoisonnement et ils alertent à nouveau la police. Cette fois, l'affaire est confiée au commissaire Noquet et à son adjoint, l'inspecteur Normand. Noquet et Normand sont deux jeunes policiers aux dents longues, mais jusqu'à présent, aucune affaire d'envergure n'est encore venue propulser leur carrière sur le devant de la scène. Et cette affaire d'empoisonnement, ça pourrait bien être l'affaire de leur vie. Auguste Massip, qui s'est transformé en accusateur public, leur confie la liste des personnes qu'il soupçonne Marie Bénard d'avoir empoisonnées. Elles sont 12. Son mari, son père, sa mère, sa grand-mère, ses beaux-parents et même sa belle-sœur, qui s'est pourtant suicidée en se pendant. Malgré les invraisemblances de certaines de ces accusations, Noquet et Normand prennent tout cela très au sérieux. D'autant plus que Louise Pintou revient sur ses déclarations. Elle s'était pourtant rétractée devant les gendarmes 2 ans plus tôt, lors de la première enquête, mais elle affirme à nouveau que Léon Bénard lui a bien dit sur son lit de mort qu'il avait été empoisonné par sa femme. Le 5 mai 1949, une information judiciaire contre X est ouverte. Le dossier est confié à un jeune juge d'instruction de Poitiers. Ce juge, c'est le juge Roger. Pierre Roger est donc un jeune magistrat âgé de 25 ans. Il a été formé à la faculté de droit de Poitiers et il en est à son premier poste. Peut-être voit-il, lui aussi, dans ce dossier, l'affaire qui va propulser sa carrière. Toujours est-il que le 9 mai 1949, après avoir entendu Marie Bénard en qualité de témoin, il décide, dans une commission rogatoire, que le corps de Léon Bénard sera exhumé pour y procéder à des prélèvements. Il s'agit de vérifier s'il y a bien des traces de poison. L'exhumation a lieu 2 jours plus tard et les restes de Léon Bénard sont confiés au docteur Bérou, un expert marseillais, directeur du laboratoire de police scientifique. Le 21 juillet 1949, le juge Roger inculpe Marie Bénard pour meurtre et elle est arrêtée par le commissaire Noquet. Elle passe sa première nuit en prison. Elle va y rester 5 ans. Pour le juge Roger, le mobile est clair. Marie Bénard a hérité directement ou indirectement de toutes ses victimes. Donc elle les a empoisonnées pour hériter. Il faut dire effectivement qu'elle a hérité de plusieurs membres de sa famille, ce qui fait d'elle une femme aisée. Évidemment, ça aiguise les jalousies, donc la rumeur. Pour le moment, le juge Roger n'a que ça à se mettre sous la dent. Des accusations, pour la plupart fantaisistes, des décès de personnes souvent très âgées, des héritages et la rumeur. Il oublie au passage la différence entre la corrélation et la causalité. Ce n'est pas parce que 2 événements se produisent chronologiquement qu'ils sont forcément liés l'un à l'autre par un lien de causalité. Une erreur de raisonnement qui va coûter cher à tout le monde. Alors attention, je ne dis pas que le juge Roger a tort. À ce stade de la procédure, nous n'en savons encore rien. Je dis juste qu'au terme du Code d'instruction criminelle, il a pour mission d'instruire à charge et à décharge, et qu'en l'espèce, il peine à le faire. Il aurait dû aussi rechercher les éléments en faveur de l'innocence de Marie Bénard. Par exemple, la plupart des défunts sont morts à un âge avancé, du moins pour l'époque. En 1950, la durée de vie moyenne de la femme est de 69 ans et celle de l'homme de 63.
Par exemple, le père de Marie Bénard est mort à 78 ans et sa mère à 71. La cousine de son mari a 88 ans et la grand-mère de celui-ci a 91. Quoi qu'il en soit, fin juillet, 12 nouvelles exhumations ont lieu. Des parents de Marie Bénard et des membres de sa famille, de celle de son mari, des amis et même des voisins. Le médecin légiste prélève ce qu'il peut sur les 12 cadavres, met le tout dans des bocaux qui sont eux aussi expédiés à Marseille, toujours chez le même docteur Bérou. 3 mois plus tard, le médecin marseillais annonce avoir trouvé des traces d'arsenic dans les restes des 12 disparus. Pour le juge Roger, il n'y a plus aucun doute, Marie Bénard a empoisonné toutes ces personnes et, le 28 décembre, il lui notifie son inculpation pour 11 nouveaux assassinats. Rapidement, les avocats de Marie Bénard demandent une contre-expertise. Mais le juge Roger refuse. Les avocats insistent et ils proposent une liste de témoins choisis parmi des scientifiques renommés qui sont tous persuadés que le docteur Bérou se trompe dans ses conclusions. Ici encore, le juge Roger refuse. Il se borne à répondre « Un expert ne se trompe pas ». À l'époque, la procédure pénale est encore régie par le Code d'instruction criminelle. Ce code date de 1808, de la période napoléonienne, mais il a un gros défaut. Il est directement inspiré du droit d'Ancien Régime, et plus précisément de la grande ordonnance royale de 1670, prise par Louis XIV. Autant dire que ce texte ne correspond plus vraiment à l'évolution sociale, scientifique et judiciaire 3 siècles plus tard. Et ce ne sont pas les réformes partielles qui lui ont été apportées entre-temps qui ont changé les choses. Bref, après-guerre, le juge d'instruction est encore l'homme le plus puissant de France. Et le juge Roger va appliquer à la lettre ce code d'instruction criminelle qui lui donne tant de pouvoir. Il va donc prendre des décisions qui ne peuvent pas être contestées. En droit, on dit qu'elles ne sont pas susceptibles de voie de recours. À chaque fois que Marie Bénard et ses avocats lui demandent, par exemple, de procéder à de nouvelles expertises, il refuse. Et le Code d'instruction criminelle n'offre aucune possibilité pour l'obliger à changer d'avis. Et pourtant, ces expertises vont avoir une importance cruciale dans la suite de l'affaire. Et cette affaire, eh bien, elle commence à passionner sacrément la France entière maintenant. Tout le monde s'en donne à cœur joie. Il y a ceux qui sont persuadés que Marie Bénard est coupable, et ceux qui sont au contraire absolument certains qu'elle est innocente. Mais à vrai dire, comme d'habitude, personne n'en sait rien. Quant aux médias, la presse populaire fait régulièrement sa une sur l'affaire, à chaque nouveau rebondissement. Arsenic et vieille dentelle, titre le magazine Détective. Et comme le tragique n'est jamais loin du comique, un restaurateur de Loudun aurait même installé une brasserie juste en face de la maison du crime et il aurait fait peindre sur sa devanture « Ici, la soupe est meilleure qu'en face ». Un rimeilleur local improvise même une chanson sur l'air de la Pimpolaise. La bonne ville de Loudun, célèbre pour Urbain Grandier, se réveilla un beau matin avec sa superbe Brinvilliers, une femme assassin pire que la voisin, etc. Bref, pour la France entière, Marie Bénard est devenue l'empoisonneuse de Loudun. Pendant ce temps, elle se morfond toujours en prison. Elle n'en sort, entre 2 gendarmes, qu'en février 1952, pour son procès en assises. Un procès pendant lequel elle va, peut-être, risquer sa tête.